La Cour ne pourra pas demander à Benyamin Netanyahou d'être présent 3 fois par semaine. Donc, a priori, il sera dispensé. Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Alors, on a assisté hier à la reprise du procès de Benyamin Netanyahou et on peut dire que la présidente de la Cour du tribunal de district de Jérusalem a enclenché de manière réelle, concrète, ce procès. Il débutera, on va dire, de manière effective en janvier prochain avec un rythme assez soutenu de 3 audiences par semaine. La question que l'on se pose, c'est est-ce que finalement cela profite à Benyamin Netanyahou, ce report jusqu'en janvier prochain, ou alors le fait que, eh bien, à partir du mois de janvier, on va le voir même probablement même sur le banc des accusés à de multiples reprises, donc de manière très fréquente, ça risque de lui porter atteinte. Oui, alors il y a plusieurs choses dans vos questions. La première, est-ce que c'est bon ou mauvais pour Benyamin Netanyahou? Je ne sais pas. C'est difficile de se prononcer. Une chose est sûre, c'était que les avocats de Benyamin Netanyahou avaient demandé beaucoup plus de temps pour pouvoir étudier le dossier, pour attendre la fin du corona. Enfin, il y a eu plusieurs tentatives hier de la part de l'avocat Yossi Saïkaf de Benyamin Netanyahou de repousser à bien plus que 6 mois. Et à cela, la juge a répondu qu'elle n'était pas d'accord. Et elle a donc fixé ça au début janvier, comme vous l'avez dit. Ça, c'est la première partie en fait de votre question. Parce que ça, c'est normal. On peut dire que le tribunal ne doit pas tenir compte des changements intervenus, parce qu'on sait que, par exemple, l'un des avocats principaux de Benyamin Netanyahou, Maître Fatman, a cessé de le représenter. Il y a un turnover assez impressionnant du côté des avocats de Benyamin Netanyahou, et la justice dit on ne peut pas attendre à chaque fois que chaque avocat reprenne connaissance du dossier. Oui, c'était ça. Je crois qu'il avait aussi posé la question en disant, parce que vous savez qu'en Israël, des procès sont basés sur des contre-interrogations de témoins. Oui. Et ce que prétendait donc Yossi Saïkaf hier, c'était de dire évidemment un témoin qui porte un masque, on peut pas lire vraiment dans son regard, on peut pas vraiment lire dans ses expressions. Donc il disait que ça entravait sa capacité en tant qu'avocat de pouvoir questionner, de contre-interroger. Et à la juge lui a répondu, alors est-ce que vous proposez de fermer le tribunal jusqu'à la fin du corona? Alors évidemment, il était un petit peu embarrassé. Mais la juge n'a pas pris compte donc cet argument. Alors, par contre, quand on parle de 3 audiences par semaine à partir du mois de janvier, c'est un rythme fréquent dans les salles de tribunaux, des tribunaux israéliens, ou c'est bien soutenu, quoi? Disons que c'est un rythme soutenu, c'est pas un rythme fréquent, mais dans des procès qui sont des procès importants, ou qui sont des procès massifs, on peut, ça ne fait pas jurisprudence, c'est-à-dire c'est tout à fait classique. Dans le procès Olmert, c'était à peu près le rythme qui était suivi aussi. Donc, quand il y a des procès comme ça qui sont massifs, un procès comme ça, si on l'entend 1 fois par semaine, ça peut durer 10 ans. Vu qu'il y a des centaines de témoins à auditionner, chaque témoin peut prendre plusieurs heures. Donc, si la Cour veut que ce procès puisse se gérer dans un temps raisonnable, elle est obligée évidemment de libérer ses agendas et de plus fixer ça au plus vite. Alors il y a une démarche qui a été annoncée hier également, c'est que l'on va commencer par débattre du dossier 4000, le fameux dossier Bezek-Wallah, alors que, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on avait le sentiment, et même c'était un peu l'approche du conseiller juridique du gouvernement lorsqu'il a déposé ses actes d'accusation, c'était qu'en fait, il y avait un seul bloc, c'est-à-dire il y avait les dossiers 1000, 2000 et 4000 qui représentaient une sorte de même bloc, dans la mesure où apparemment, eh bien, il y a plus ou moins le même genre d'accusation. Alors c'est vrai que celui de
de 4000, il y a le chef d'accusation de corruption qui n'existe pas dans les autres. Mais pourquoi finalement est-ce que le tribunal, le procès va se dérouler de manière séparée entre le dossier 4000, après on va parler du dossier 2000, après on va parler du dossier 1000, ou alors c'est l'ensemble des 2-3 dossiers qui va être traité? Ah non, il y a ce sont des dossiers différents et des chefs d'inculpation différents. Donc ça va être traité de manière séparée parce que ce ne sont pas forcément les mêmes témoins. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes avocats. Benyamin Netanyahou sur le dossier 1000 a le même avocat depuis le début, Amir Haddad. Donc si vous voulez, par contre sur le dossier 4000 et sur le dossier 2000, il n'y a pas d'avocat. Donc ces trois. Sur le dossier 2000, il n'a pas d'avocat. Non. Donc il va assurer lui-même ça. Non, il ne le fera pas lui-même parce qu'il attendait, en fait, il essayait, même sur le dossier 4000, Yossi Segev, qui le représentait hier sur le dossier 4000, a dit je ne le représente que pour cette audience. Donc, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de par derrière. Alors là, on ouvre une autre question. Et Benyamin Netanyahou essaie de faire des pressions pour obtenir que la commission puisse lui permettre de financer ses avocats. De financer ses avocats, voilà, exactement. Et donc, il a demandé des sommes d'ailleurs assez importantes, substantielles. La commission avait refusé. Alors, en fait, aujourd'hui, il n'a pas nommé, si vous voulez, à part sur le dossier 1000, il n'a pas nommé un conseil de manière définitive. Et alors, pour répondre en fait à votre question, il y a en fait le conseil juridique du gouvernement a demandé que le dossier 4000 soit entendu le premier. Le dossier 4000 c'est le plus gros, vous l'avez évoqué, bien entendu. Il est non seulement plus gros parce qu'il y a des chefs d'inculpation qui sont supérieurs, mais il est plus massif parce qu'il est plus compliqué, il y a plus de témoins. Il y a les fameux témoins à charge, qui sont impliqués aussi. C'est ce qu'elle a dit aussi, la juge. Elle a dit apparemment il fallait essayer de résoudre ce problème le plus rapidement possible parce que cela risque de poser ça embarrasse les témoins là. Voilà, absolument. Et c'est en fait les consignes que le conseil juridique du gouvernement a donné au procureur d'essayer de commencer par le dossier 4000 afin de pouvoir, si vous voulez, un peu désengorger ces témoins à charge qui puissent donner leur témoignage sans vivre la pression médiatique, les pressions publiques qu'ils ont avant qu'ils donnent leur témoignage à eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle techniquement, là on est en train de parler de technique juridique, le procureur a demandé que le dossier 4000 soit entendu le premier. Alors, je voudrais justement revenir, puisque je crois qu'on n'en a pas parlé ensemble, mais c'est important. Le financement de la défense de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou ne demande pas un financement à l'État, il demande un financement à ses proches, à ses cousins qui sont apparemment assez aisés, qui peuvent lui financer sa défense. Mais je voudrais revenir sur le principe, sur cette question. Est-ce que, par exemple, un Premier ministre qui... de la vie générale, puisque même les chefs d'accusation le reconnaissent, n'a pas pris d'argent dans sa poche, c'est-à-dire il ne s'est pas enrichi par la corruption dont il est accusé. Eh bien, est-ce que vous pensez, est-ce qu'il doit se financer lui-même son procès, ou alors il peut compter, par exemple, dans l'absolu, soit sur une aide de l'État, soit sur une aide de ses amis, dans la mesure où finalement, face à lui, il y a effectivement, et ça c'est assez impressionnant, on l'a vu au cours des dernières années, il y a toute une machine impressionnante du parquet israélien qui a consacré, et apparemment selon les estimations, près de 30 millions de shekels à enquêter sur les activités apparemment frauduleuses de Benyamin Netanyahou. Ça serait logique que Benyamin Netanyahou puisse obtenir un soutien de l'extérieur. Pourquoi c'est si difficile ? Alors, je vais vous expliquer. Évidemment, rédiger comme ça votre question, elle me questionne aussi. Mais je vais vous la rédiger peut-être différemment. Avec plaisir. Est-ce qu'un homme fonctionnaire, donc quelqu'un qui va gagner les deniers de l'État, est-ce qu'on peut le laisser recevoir un don d'un montant de plus de 2 millions, 2,3 millions d'euros d'une personne? Et c'est ça la question sur laquelle, en fait, si vous voulez, la commission éthique a tranché. C'est-à-dire c'est pour vous parler pour le premier, le dossier 1000. Je vous rédige votre question en retour. Oui. C'est-à-dire que de toute façon, je vais vous dire, c'est comme tout à chacun. Malheureusement, les gens, et ça évidemment je le souhaite à personne, parce que moi j'ai vu un nombre de clients comme ça qui avoir un procès qui est déposé au pénal
alors qu'à priori, on n'a rien fait. Et c'est arrivé à des gens, hein, c'est pas du tout théorique ce que je suis en train de vous dire. C'est une chose dramatique. C'est une chose dramatique. Mais malheureusement, lorsqu'on se trouve à un poste public, on reste encore fonctionnaire. Et a priori, on ne peut pas dire à un fonctionnaire, moi je te laisse recevoir un don, et surtout pas un Premier ministre, un don de 2 millions ou 3 millions d'euros, enfin 2 millions et demi d'euros, d'un tiers, parce qu'a priori, et ça on le sait très bien, un homme public, enfin quand je dis un homme public, c'est pas un homme public, excusez-moi, c'est un fonctionnaire de l'État n'a pas le droit de recevoir des sommes aussi importantes. Ça, là-dessus, il y a leur code qui s'appelle le TACHIR, le formule tout à fait. Donc, si vous voulez, il y a un problème ici de don. Et d'ailleurs, c'est la nature du procès Nil, où il a reçu... Mais vous n'acceptez pas qu'il y a une sorte de déséquilibre entre les fonds de l'État qui ont été investis, on va dire, presque à l'infini par les enquêteurs de la police, hein, puisque je vous dis 30 millions de shekels, c'est quand même une des sommes assez importantes, et le fait que, d'un autre côté, Binyamin Netanyahou, eh bien, lui-même... pour l'instant, tant qu'il est jugé innocent, eh bien lui n'a apparemment pas pris d'argent Je répète, je crois que vous prenez ça du mauvais côté. C'est-à-dire, évidemment, s'il n'est plus Premier ministre, il n'y a pas de problème. Oui. Hein, il peut recevoir 10 millions, il peut recevoir 100 millions, il n'y a aucun problème, il peut recevoir de tout le monde. Et heureusement qu'il ait des amis qui sont prêts à lui donner. Oui. Personne n'a posé la question, par exemple, qui a financé la défense de Oudelmer. Pourquoi ? Parce que Oudelmer avait démissionné et à la limite, il est libre de recevoir toutes les sommes qu'il veut, quand il veut. Pourquoi ? Parce que il n'est plus fonctionnaire. Or, c'était vraiment la nature du procès, le petit procès Nil, où Binyamin Netanyahou dit mais j'ai le droit de recevoir des cadeaux de mes amis. Et la réponse du système juridique lui dit non, pas n'importe quelle somme. C'est-à-dire qu'il y a des sommes qui sont, alors c'est clair, c'est donner un petit cadeau, c'est encore, ces cadeaux devraient appartenir d'ailleurs, vous savez qu'il y a une question juridique, enfin c'est pas la question juridique, les cadeaux qui sont donnés, j'allais dire d'État, on est à État. Le président du français ou du Congo va donner à Binyamin Netanyahou, un autre Premier ministre d'ailleurs, un cadeau, un présent, ce présent est censé appartenir à l'État. Et la même chose avec des cadeaux de sommes. Par exemple, vous pensez qu'on serait très mal à l'aise de savoir que tel ou tel fonctionnaire reçoit un cadeau d'une personne privée, même sans contrepartie, hein, d'un montant de 100 000 euros, de 200 000 euros. Si vous voulez, la somme en elle-même peut porter à croire qu'il y aura, même s'il n'y a pas, il y aura ou il peut avoir une contrepartie. Et c'est ça le problématique, si vous voulez, du dossier Nil, on essaie de le réarticuler, et c'est ça le problématique, si vous voulez, de la personne qui va donner pour la défense de Binyamin Netanyahou, qui est Premier ministre, 2 millions, 2 millions, point 3 ou 2 millions, point 4, parce qu'on parle de 10 millions de shekels, donc 2 millions, point 3 ou 2 millions, point 4 d'euros. Les sommes étant tellement importantes que on les donne à quelqu'un qui est fonctionnaire, et c'était la raison pour laquelle cette commission, qui est une commission de la fonction publique, a refusé à Binyamin Netanyahou de lui donner cette somme. Alors, je voudrais peut-être revenir, c'est peut-être une question un peu politique, mais je voudrais voir si vous pouvez y répondre. Le Haaretz de ce matin affirme que dans la conjoncture actuelle, alors qu'il est, on va dire, attaqué sur sa gestion de la crise du coronavirus, eh bien, la relance du procès qui va intervenir dans les prochains mois, et probablement au moment où la crise sera encore plus aiguë l'hiver prochain, eh bien, rapproche Binyamin Netanyahou d'une sorte de nivtsarout, de l'obligation de se mettre en congé par rapport à ses fonctions, qu'il ne pourra pas faire autrement que de se mettre en congé pour pouvoir gérer son procès, parce que bien le rythme sera soutenu et parce qu'il ne pourra pas concilier à la fois la crise économique et sanitaire, son procès et l'ensemble de ses obligations en tant que Premier ministre. Vous pensez que c'est quelque chose de réaliste ? Non, pas au niveau juridique. Je pense que c'est à lui qui sera juge, puisqu'il a été nommé Premier ministre pour la période en tout cas pour cette cadence ou la moitié de cette cadence, on n'en sait rien. La Cour suprême a validé son élection et sa nomination. Ce ne sera qu'à lui de savoir s'il est capable de le faire ou pas de le faire. Il n'y a personne qui va pouvoir
il y aura sûrement des requêtes peut-être à la Cour suprême, et ça m'étonnerait que les juges puissent se prononcer sur le nombre d'heures que Benyamin Netanyahou doit consacrer à la gestion des affaires du pays et la gestion de son dossier personnel. Il sera obligé de venir à chacune de ces séances ou pas obligatoirement? Alors, oui, vous avez posé une bonne question. A priori, oui, mais on sait bien que la Cour ne pourra pas demander à Benyamin Netanyahou d'être présent 3 fois par semaine. Donc, a priori, il sera dispensé, ce qui risque d'ailleurs de l'invalider lui donner un argument. Si vous voulez, la présence d'un accusé est toujours importante à la Cour. Mmh. D'abord parce qu'il va entendre tous les témoins personnellement. Il va pas être reporté. Il va les entendre. Et il va entendre des fois des nuances qui vont lui permettre, si vous voulez, de peut-être mieux gérer son dossier. Et donc, nous, c'est les conseils qu'on demande, qu'on recommande. Mmh. Alors, il est clair qu'il ne pourra pas gérer les affaires de l'État et pendant une période de 2 ans, d'être 3 fois par semaine à la Cour. Ça me paraît inconcevable. Donc, je pense que la Cour lui donnera donc une exception pour se présenter évidemment dans les audiences importantes, mais évidemment celle où il devra être auditionné, ou peut-être celle où sa femme va être auditionnée, oui. mais ou des proches à lui. Mais a priori, je ne pense pas que la Cour va l'obliger à être présent à toutes les audiences. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour toutes ces précisions ce matin, au lendemain de la poursuite du procès de Benyamin Netanyahou, on va dire de la détermination de son emploi du temps en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée, merci aussi à vous.